Donc, on va commencer. Donc, on attend un peu. On espère que Paul, qui va introduire la conférence de Yann Gross, qu'on remercie infiniment d'être là ce soir. Moi C'est qui le très, voilà. Alors, je me suis dit, je suis enthousiaste et en même temps, je me dis, on aimerait que ce soit vrai. On aimerait que ce soit pour de vrai et se voir, parce que c'est vrai que les conférences, quand on va à une conférence, quand on organise une conférence, il y a toujours le temps avant où on se salue, on se serre les mains, on s'embrasse, voilà, il y a un contact qui se fait. Et je pensais à ça aujourd'hui parce que je me suis dit, c'est magnifique la technique, c'est formidable Zoom parce qu'il y a des gens qui sont Gunther, je sais pas où tu es, en Allemagne ou aux États-Unis. Bon, on a Azerbaïdjan, on a des gens de partout. C'est vrai qu'on n'aurait pas permis ça en étant à Paris, mais en même temps, il manque toujours ce contact. Il n'y a rien à faire. Il nous manque le contact. Il y a le temps d'avant la conférence et le temps d'après où voilà, il y a quelque chose, ça fait partie aussi d'une conférence, d'une invitation. Mais je suis contente malgré tout et j'espère qu'un jour on se rencontrera, Yann, pour de vrai, voilà, à Paris. En tout cas, merci. Vous êtes à Berlin, ce qui a simplifié les choses parce que vous êtes dans la même à, zone temporelle. pardon, Dans la même zone temporelle, ça dans la même facilite. zone temporelle, exactement. Et sinon, vous êtes alors vous êtes où aux États-Unis? Parce que Mais non, je déménageais, j'habite maintenant à Berlin. Euh, d'accord, d'accord. en retraite. D'accord. Alors, je vais, en attendant Paul, en attendant, voilà, il va essayer de changer d'ordinateur. Bon, euh, il, euh, il va arriver. Paul va. Alors, je vais présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le RRA, donc le réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme que nous menons depuis quelques années avec Martine Benoît, Isabelle de Mecnem. Nous ont rejoint Sylvie Brodziak qui est là ce soir, Michel Tauber et d'autres. Voilà, certains d'entre vous font partie soit du conseil scientifique, soit de différentes instances. On est encore en train de constituer le RRA. Et il a été inauguré, ce réseau de recherche a été inauguré à la Maison des sciences de l'homme à Lille le 20 novembre 2019. Voilà. Donc, nous avons organisé déjà des conférences à Paris les 2 dernières années. Voilà, nous avons déjà organisé quelques conférences. Et là, l'idée, c'est d'ouvrir un cycle de conférences sur Zoom parce que du fait des conditions actuelles, de la crise sanitaire, ça ne peut que là un peu s'empirer à nouveau dans les quelques prochains mois. Mais on s'est dit qu'on va effectivement organiser une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, une conférence par Zoom sur des questions d'actualité qui nous intéressent vivement au RRA, sur le racisme, l'antisémitisme. Aujourd'hui, donc, on a choisi d'inviter Yann Gross pour son travail, j'allais dire, d'un très grand courage. Tout le monde, voilà, vous connaît, en tout cas chez les spécialistes de l'antisémitisme, évidemment, et ce soir, les collègues en témoignent de l'intérêt majeur qu'il porte à votre travail. Vous étiez à Paris il y a 1 an, je crois, à l'EHESS, où ça a été un peu bousculé. Voilà, mais je laisse Paul, c'est lui qui doit en parler. Voilà, mais pour dire que vous êtes donc, je lui prends un peu sa place, mais en l'attendant, que vous êtes donc sociologue et historien polonais et américain, et que vous étudiez donc les questions liées à la Shoah et aux relations judéo-polonaises. Donc vous avez enseigné, donc vous avez quitté là les États-Unis, vous avez enseigné donc au département d'histoire de l'université de Princeton. Et en 96, je crois, c'est le président de la République de Pologne de l'époque. Je vais sûrement très mal prononcer. C'est Alexander les polonisants. Voilà, lui vous décernera la croix de chevalier de l'ordre du mérite de la République de Pologne. Et récemment, je crois, il y a quelques années, donc en 2016, évidemment, avec la prise de pouvoir d'un président très conservateur, on va dire les choses comme ça, Douda, avait envisagé effectivement de vous retirer cette décoration. Vous en parlerez parce que ça fait aussi l'objet de votre conférence aujourd'hui. Est-ce que Paul, tu as réussi à il est toujours pas avec nous?
toujours pas, je crois. Non. Non, toujours pas. Bon, on va, comment faire alors? Ce que je vous propose, est-ce que Sylvie, tu veux, toi, dire un mot, ou dans ce cas-là, on laisse peut-être, oui? Non, moi j'ai préparé une ou deux questions si le temps nous le permet, hein, si c'est possible, mais je pense que l'on peut à ce moment-là laisser Yann commencer. Exactement. On va vous laisser commencer. Donc, ce qui était prévu, c'est que effectivement Paul. Alors moi, je vais présenter rapidement Paul et je le présenterai peut-être après à nouveau. D'autres personnes vont sûrement arriver. Donc Paul Zawadzki est enseignant-chercheur à l'université à Panthéon-Sorbonne. Il enseigne la philosophie politique et ses recherches donc portent sur la démocratie et ses négations, mais aussi sur les sentiments moraux. Alors il a accepté, et nous en sommes honorés, ravis, de diriger le prix de thèse du RRA. C'est aussi pour ça qu'on lui donne la parole aujourd'hui pour introduire cette conférence. Son dernier article porte sur les Juifs et la modernité politique en France et en Pologne, plaidoyer pour le comparatisme. C'est dans un ouvrage collectif dirigé par Philippe Portier qui s'intitule « La sécularisation en question, religion et laïcité au prisme des sciences sociales », qui est paru en 2019. Voilà, c'est un de ses derniers textes. Voilà, on devait lui laisser la parole, donc il est toujours pas arrivé, je pense, mais ça va pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les choses. Vous allez commencer, Yann, et puis ensuite Paul va venir dans un second temps. Je pense qu'on va y arriver après votre intervention. Encore mille merci vraiment d'être là avec nous. Bon, alors c'est à moi maintenant, oui. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation de parler au sujet de l'antisémitisme en Pologne aujourd'hui. Et je dois m'excuser auparavant parce que, en effet, je vais parler en français, je vais essayer de parler en français et je peux le faire d'habitude, mais il m'est beaucoup plus facile de le faire quand je passe quelques jours en France auparavant. Et puis, c'est la langue qui me revient, pour ainsi dire. Maintenant, je suis à Berlin, je ne sais pas comment ça ira. Alors, quand ça va devenir un désastre, peut-être je veux changer et parler en anglais, mais Paul, je crois qu'il est, voilà, il est arrivé. Il est arrivé. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce Paul, qu'on c'est pas t'entend? que vous m'entendez? Oui, c'est parfait, magnifique. C'est Paul qui a commencé. Bon, on va, voilà. On ne voit pas ton visage. On te voit pas. Si tu peux relever l'écran un tout petit peu, voilà. Donc, Paul, je suis désolée, j'ai pris un peu ta place, j'ai présenté un peu Yann Gros, mais très brièvement, et je t'ai présenté. Donc, bon, voilà, improvise pour poursuivre. Écoutez, non, je suis vraiment désolé, je salue tout le monde. Je salue Yann Tomasz Gross. C'est un honneur de présenter cette discussion de ce soir. À vrai dire, je pense que il est tout à fait inutile de présenter Yann Tomasz Gross parce que certains de ses livres ont été traduits et largement discutés en France. Je pense par exemple à l'ouvrage intitulé Les Voisins, publié en 2000 et traduit en 2002, qui a été réédité en poche d'ailleurs, qui porte sur le massacre de Jedwabne le 10 juillet 1941. Quelques jours après le retrait des Soviétiques devant les troupes allemandes, les Juifs ont été rassemblés sur la place du village, cruellement brutalisés, puis enfermés dans une grange et brûlés vifs par leurs voisins polonais. Je pense plus encore à un autre ouvrage qui m'intéresse tout spécialement, qui s'intitule La peur, l'antisémitisme en Pologne au lendemain de la guerre, publié en anglais en 2006, en polonais en 2008, traduit en France un tout petit peu plus tard chez Kalman Levy. Et j'aime beaucoup le sous-titre polonais, qui malheureusement n'a pas été gardé en français, qui est Histoire d'un effondrement moral. Historia moralnej zapaści. Bon, il y a là une problématique difficile à construire, mais extraordinairement intéressante sur le fond. Rien n'est plus bouleversant et énigmatique en un sens dans l'histoire de l'antisémitisme polonais que la violence qui entre
1944 et 47 fait à peu près 2000 victimes, selon des chiffres avancés par les historiens polonais eux-mêmes dans les années 2000. Et c'est à l'ensemble de ce phénomène qui ne se réduit d'ailleurs pas au passage à l'acte physique qu'est consacrée la peur. Bon. Et c'est peut-être d'ailleurs le vieux concept hobbesien d'état de nature qui caractérise le mieux la situation des survivants en Pologne au lendemain de la guerre. Alors, il y a bien sûr d'autres livres qui, à ma connaissance, n'ont pas été traduits en français. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un recueil d'articles qui s'intitule La décade cauchemardesque, essai sur les stéréotypes concernant les Juifs, les Polonais, les Allemands, les communistes et la collaboration entre 39 et 48. Et je trouve très intéressant de prendre les choses de manière plus large, à la fois avant la guerre et après. Bon, voilà. Mais comme la plupart d'entre vous le savent, je crois, mais qui ont éventuellement vu passer des pétitions de soutien à Jan Gross, Gross en Pologne, ce ne sont pas seulement ses livres, c'est plus largement l'ensemble du débat, l'ensemble des controverses, des polémiques d'une rare violence, parfois d'une rare intensité passionnelle, qui se sont déployées à l'occasion de la parution de chacun de ces livres depuis Jedwabne. Alors, puisque Jan Tomasz Gross, vous êtes à Berlin, peut-être pourrait-on comparer ces polémiques à la Historikerstreit en Allemagne, qui avait mis aux prises dans les années 80 des auteurs comme Ernst Nolte d'un côté, Jürgen Habermas de l'autre, et bien d'autres évidemment. Pour ceux qui n'auraient pas ces débats en mémoire, je vous signale que l'ensemble de la controverse avait été publié en France par Heinz Wissmann dans les années 80. Bon, autrement dit, pour revenir à Gross, l'ensemble, ou plutôt chaque livre de Gross a déclenché des polémiques à grande échelle. Chaque livre a été suivi par des centaines d'articles, souvent d'ailleurs republiés en volume. Ça donne des volumes intéressants, mais je dirais qu'au-delà des polémiques médiatico-politiques, ces livres, et c'est pas le moindre de ces mérites, ces livres ont également suscité une forme d'effervescence universitaire très productrice. Par exemple, très peu de temps après la publication des Voisins, l'IPN, c'est-à-dire l'Institut de la mémoire nationale, qui avait été inauguré en 2000, a publié 2 très gros volumes sur Jedwabne, plus de 500 pages d'études dans le premier, 1000 pages de documents dans l'autre, etc. Et puis depuis, il y a eu beaucoup de textes d'historiens notamment sur les pogroms locaux qui ont suivi le déclenchement de la guerre germano-soviétique, donc après le 22 juin 1941. Bon. Alors, si vous voulez, l'incrédulité et la stupeur suscitées par les essais de Gross tiennent notamment au fait que les Polonais ordinaires qui pratiquaient les tueries à Jedwabne, sans y être contraints par les Allemands, font figure cette fois de bourreaux et non plus de victimes. Et en un mélange de cruauté gratuite et de violence extrême, irréductible d'ailleurs à certaines formes de rationalisation économique, ces explosions laissent entrevoir une profonde volonté de déjudaïsation que l'historiographie polonaise n'avait quasiment pas analysée, que ce soit dans les massacres pendant la guerre, comme les Voisins, ou dans les massacres après la guerre, comme dans La Peur. Alors, j'ajouterai juste un point, c'est que, mais qui n'est pas anecdotique dans le contexte polonais, c'est que l'écriture de Gross est une écriture très directe, sans les euphémismes et sans les circonvolutions d'usage qui avaient souvent cours dans l'écriture de l'histoire en Pologne avant, quand on préférait par exemple parler d'excès anti-juifs plutôt que de pogroms. Bon. Alors, à partir de là, si vous voulez, on comprend assez bien que Gross soit devenu une sorte de nom, de symbole, de cible du nationalisme polonais contemporain. Parmi d'autres péripéties, je rappellerai seulement celle-ci, c'est que le président de la République, Andrzej Duda, avait envisagé de lui retirer l'ordre du mérite qui lui avait été attribué par l'ancien président social-démocrate Aleksander Kwaśniewski pour avoir affirmé dans Die Welt que les Polonais
en 2015, que les Polonais, fiers à juste titre de leur mouvement de résistance anti-nazi, ont tué davantage de Juifs qu'ils n'ont tué d'Allemands pendant la guerre. La citation est un tout petit peu approximative parce qu'elle fait l'objet d'une double ou d'une triple traduction. Alors, je n'en dis pas plus, tout en attirant néanmoins votre attention, ça peut être intéressant pour la discussion après, votre attention sur le fait que cette prolifération de textes, de polémiques, de discours conduit à penser que le mot tabou, qui fonctionnait assez bien pour décrire la situation polonaise et le silence qui pesait jusqu'aux années 70 sur l'antisémitisme, le mot tabou n'est peut-être plus pertinent. À vrai dire, et on peut se rappeler du vaste mouvement d'édition clandestine en Pologne depuis les années 70, le travail souterrain de la conscience historique s'était déjà frayé un chemin sous le communisme. Il a été décisivement élargi par l'institutionnalisation du pluralisme démocratique, débouchant sur des formes d'examen de conscience qui n'épargnaient ni la nation ni la religion. Mais j'ajouterais que les mythes d'une nation vertueuse sont aujourd'hui corrodés par la réflexivité démocratique et par la critique historique. Et disons que plus ces mythes sont corrodés, plus ils sont attaqués par la critique, et plus de l'autre côté, on assiste en retour, en quelque sorte, à l'exacerbation de l'obsession de l'innocence et à la tentation de déresponsabilisation victimaire. En somme, je dirais que la guerre des mémoires historiques fait rage à l'intérieur de quelque chose qui est finalement un classique conflit politique, des valeurs, des compréhensions du présent et du passé. Conflit qui est finalement rendu possible par l'institutionnalisation de la démocratie. Et comme je ne veux pas être long, je finirai sur un troisième point, simplement, que je verse en quelque sorte à la discussion, et puis on verra si quelqu'un reprend cette question ou pas. Je finirai sur un point concernant la comparaison, parce que aussi bien l'histoire de l'antisémitisme que l'histoire des Juifs, l'histoire diasporique des Juifs, se situe, comme y insiste par exemple Shmuel Eisenstadt, au carrefour de l'universel et du particulier, et donc il constitue en quelque sorte une très belle invitation à la réflexion comparée. Je prendrai le dernier titre le titre du dernier livre de Jan Tomasz Gross, qui n'a pas été traduit, qui en polonais s'appelle Le PiS et l'antisémitisme, ou la victoire posthume de Roman Dmowski. Alors le PiS, c'est le parti au pouvoir, le parti droit et justice. Roman Dmowski, c'est le leader historique du mouvement nationaliste polonais. Et donc, le dernier livre de Jan Tomasz Gross porte là-dessus, sur la victoire posthume, en quelque sorte, de Dmowski. Alors, si je me transporte en France, vous voyez, si aujourd'hui, on devait caractériser le présent de l'antisémitisme en France, eh bien, on n'aurait pas idée, je crois, d'intituler un ouvrage la revanche ou la victoire posthume de Barès et de Maurras. Alors que, historiquement, il y a eu, aussi bien en France qu'en Pologne, un national-catholicisme fondamentalement anti-égalitaire, déniant aux Juifs la pleine participation à la citoyenneté, tout en récusant d'ailleurs du même geste les formes politiques, républicaines notamment, qui avaient permis cette participation. Mais c'est précisément à la fois ce type de conflit et ce type d'antisémitisme qui semble aujourd'hui largement en déclin en France, alors même qu'il reste extraordinairement vivace en Pologne. En revanche, je serai un tout petit peu prudent là-dessus, il se pourrait que Jan Tomasz Gross me démente, mais il me semble que là où on assiste à des nouvelles formes de judéophobie à l'Ouest, ces nouvelles formes de judéophobie semblent très très faibles en Pologne. Autrement dit, en Pologne, on a une forme très classique, nationale catholique. Autrement dit, on peut au moins formuler l'hypothèse
c'est une hypothèse, encore une fois, que je verse à la discussion. On peut formuler l'hypothèse d'une dissociation de l'antisémitisme et du nationalisme en France, là où en Pologne, on a affaire à la persistance d'un antisémitisme traditionnel à forte composante nationale catholique. Bon. Et donc, contrairement aux apparences un peu faciles, l'histoire de l'antisémitisme en France et en Pologne ne se situe pas finalement dans la même temporalité. Les deux phénomènes n'ont pas la même signification et c'est là où se jouent peut-être les grands contrastes historiques qui ont présidé, disons, à l'avènement de la démocratie. Pour terminer sur la France et ensuite on reviendra à la Pologne, ce n'est pas au nom d'une certaine conception de la nation et de la légitimité politique qu'ont été commis les récents assassinats des Juifs en France, pas plus les spectacles provocateurs de Dieudonné que les messages haineux de Mehdi Meklat ou encore la pièce antisémite mise en scène à l'université de La Rochelle ne se réclament de la tradition du nationalisme de l'extrême droite. Dans le même sens, aujourd'hui, ceux qui nient l'antisémitisme contemporain ne viennent pas du tout de l'extrême droite nationaliste, mais bien davantage de l'extrême gauche internationaliste. Enfin, j'ajouterais que les critiques les plus virulentes de la place jugée excessive, exorbitante même, tenue par la mémoire de la Shoah, viennent bien davantage des marges contestataires, usant du langage de la politique de la reconnaissance, que d'un nationalisme soucieux de préserver, disons, l'image sacralisée d'une nation comme en Pologne. Voilà. Alors, je m'arrête sur ce point parce que, comme nous avons la chance d'avoir Jan Tomasz Gross, il faut lui laisser la parole. Et donc, je me réjouis absolument de l'entendre. Je le salue une fois de plus et je m'excuse car je ne pourrai pas assister à toute la discussion qui suivra. Merci beaucoup pour Zawadzki, c'était vraiment extrêmement intéressant. Votre introduction, votre discours, en effet, ça a touché beaucoup de points qui sont loin de ce que j'ai à dire aujourd'hui, mais peut-être qu'on reviendra dans la conversation suivante. Alors, comme j'ai dit déjà auparavant, je m'excuse d'avance de mon français qui peut apparaître assez fonctionnel, mais après une demi-heure ou 45 minutes, cette illusion va disparaître, je pense. Mais en tout cas, j'ai préparé quelques remarques introductoires. Je les écris, alors ça va être plus facile pour moi de les communiquer ainsi. Je dois dire aussi, on va parler de la situation en Pologne et de l'antisémitisme en Pologne, en effet. Et je veux seulement indiquer pour vous les acteurs, si vous voulez, de la scène politique dont je l'ai parlé, qui sont principales maintenant. Couramment, c'est Paul Zawadzki a déjà mentionné, le régime, le parti qui est au pouvoir maintenant. C'est un parti qui s'appelle, dont le nom est Prawo i Sprawiedliwość, ça veut dire loi et justice, mais l'abréviation qu'on se sert d'habitude, c'est le PIS, les lettres de son nom, PiS, en effet. La personnage la plus centrale du régime, c'est un homme qui n'occupe aucune place. Il est tout simplement un député au Parlement. Il s'appelle Jarosław Kaczyński. Il est le président de ce parti et en effet, c'est lui le metteur en scène, si vous voulez. Je ne voudrais pas dire éminence grise parce qu'il n'est pas caché nulle part. Il tout à fait ouvertement, il prend toutes les décisions centrales dans le pays. Et d'autre part, on a l'habitude de parler de l'autre camp politique comme opposition. C'est même en Pologne qu'on fait
qu'on fait ces différenciations très générales, même que l'opposition se compose de divers partis politiques et de divers courants. Mais alors, je vais parler de PiS, de la loi et justice, et de Kaczynski et de l'opposition, si vous voulez. Il faut dire d'abord que la situation politique courante en Pologne se caractérise par une division profonde en société. En effet, une rupture. Cette situation est tellement claire et évidente que les gens qui se trouvent dans des camps politiques opposés, avec des opinions différentes sur un tas de choses, sont d'accord sur ce point. Ça veut dire, entre autres, que dans la vie politique, l'opposition, au lieu d'être considérée par le régime au pouvoir comme compétition alternative, si vous voulez, en effet comme partenaire qui pour le moment n'est pas au gouvernement, mais qui pourrait bien l'être, est devenu l'ennemi dans le sens de Carl Schmitt, c'est-à-dire quelqu'un ou un objet plutôt qui doit être anéanti. Ça se manifeste ouvertement sur le niveau rhétorique quand l'opposition est désignée par des termes qui entrent dans le discours et devient une partie de vocabulaire librement employé, des termes comme gorszy sort, un élément de qualité inférieure, d'un genre différent. Et puis, pardon? Ouais. Element animal, par exemple. Quelque chose, un élément animalistique, pas humain. Wstrętne mordy, des gueules affreuses. Jarosław Kaczynski était très agité quand il a lancé cette invective aux députés de l'opposition dans le Parlement. Hołota, voyou, racaille. Cette fois, il était complètement calme et bien à l'aise quand il l'a dit dans le Parlement aussi. Mais comme je dis, ce sont des phrases et des formulations qui entrent dans la vie publique. Je peux même montrer par un petit striptease comment ça se transmet dans un symbolisme très généralisé. Voilà, c'est une t-shirt avec élément animal, l'élément animalistique. En tout cas, c'était un épithète dirigé contre une organisation qui s'appelait CODE, Comité de la défense de démocratie, qui était assez populaire il y a une année. Et la situation est empoisonnée à tel point, et cette observation est répétée par beaucoup de personnes, que les relations familiales entre les gens qui soutiennent des différentes options politiques sont devenues, on le dit, impossibles. Ça se répète chaque fois que les grandes fêtes arrivent. Vous savez, les gens, on entend des histoires comme avant de se rassembler en famille, les gens doivent se mettre d'accord qu'ils ne vont pas toucher des problèmes politiques parce que ce serait une explosion. Mais en tout cas, c'est très évident que c'est vraiment la situation qui maintenant est arrivée et se passe en Pologne. Ce qui est introduit et répandu dans l'espace public en conséquence de ces pratiques, ce ne sont pas des différences d'opinion ou même querelles à propos des sujets divers. La qualité, la chose qui est devenue dominante dans l'atmosphère politique du pays, au lieu de discussions, de divergences de programmes et d'opinions, c'est le mépris. À mon avis, c'est un fait fondamental qui définit tout le reste. L'instrumentalisation de mépris par Jarosław Kaczynski, le leader de Loi et Justice, qu'il a dirigé effectivement envers tous les autres qui se trouvent dans les camps politiques opposés. L'autre sentiment qui est en jeu, grâce aux rhétoriques empruntées par la PiS, c'est le ressentiment. Car l'opposition, qui est désignée comme gorszy sort, element animalny, hołota,
racaille, un élément de qualité inférieure, animalistique, etc., est en même temps identifié comme élite, ou plus exactement comme élite en guillemets. Le terme précis qui fut lancé par Peace, c'est vraie élite, les élites qui mentent, donc les élites fausses. En effet, le mot vrai est un mot très péjoratif. Ce n'est pas mentir, c'est quamach. La relation entre quamach et vrai est un peu comme la relation entre juif et youpin. Vrai élite, c'est vraiment très brutal. Ainsi, sous le régime de Peace, l'espace public est saturé par ces deux sentiments, le mépris et le ressentiment. Pour préciser, le ressentiment, c'est en effet mépris à rebours. Il est produit en conséquence de mépris attribué à quelqu'un d'autre qui est apparemment dirigé contre nous. Comme on le sait très bien, attribuer à l'autre qu'on est en train de traiter d'une façon mal intentionnée, les actions et les motivations qui sont à vrai dire les nôtres, c'est une manière de penser typique pour les mentalités fermées et idéologiques. Dans de pareilles circonstances, la situation ne conduit pas au compromis et délibération rationnelle des sujets concernant l'intérêt public. Je voudrais vous proposer une brève interprétation de cette situation qui nous ramènera directement à notre sujet. Il me semble que mépris, comme un phénomène général introduit dans la vie publique, a un signifié socialement reconnaissable en Pologne bien concret. En effet, dans la société polonaise, il y a deux objets collectifs de ce genre qui sont socialement reconnaissables. Le premier, ce sont les Juifs. Et l'autre, pour les raisons de modernisation retardée et le fait que les vestiges de société ainsi que mentalité féodale ont persisté jusqu'aux années 30 du XXe siècle, ce sont les paysans. Mépris dirigé contre l'opposition politique, contre la population des grandes villes qui votent pour les partis de l'opposition, Warszawka, Cracovie, contre les élites fausses qui en plus sont identifiées comme post-communistes. J'y reviendrai sur ce point dans un moment. Tout ça est fondé sur le trope familier de l'autre, néfaste, dangereux et haï, que sont les Juifs. En tant que ressentiment produit par évocation de mépris à rebours des élites fausses, il se situe facilement dans l'expérience historique et toujours vivante du peuple commun. C'est la variation populiste de la formule « we the people », nous, le peuple, seulement fondée pas sur l'affirmation de dignité collective, mais sur l'instrumentalisation de mépris. Pour préciser, ce que je veux dire, c'est que le mépris dans l'espace public est actualisé par rapport à tout un répertoire des symboles et attitudes antisémites. Il est ainsi même quand il est dirigé contre un groupe particulier et concrètement identifié. Pendant la campagne électorale de 2015, qui a mis PiS au pouvoir, c'était des réfugiés arrivant en Europe. Dans ce temps-là, le moment de crise en Europe, quand la petite phrase « Wir schaffen das » prononcée par Angela Merkel le 31 août 2015 a changé tout, la propagande de PiS a mobilisé la xénophobie des Polonais en se servant du langage, comme l'ont remarqué des journalistes et des politiciens de l'opposition, de la propagande nazie contre les Juifs. Jarosław Kaczyński a identifié les réfugiés comme un danger biologique, comme porteur des maladies et des virus, auxquels nous, la race blanche, n'avons pas de résistance. Juifs, morpions
Typhus, je cite. C'était un cliché de propagande nazie pendant la guerre, accompagné des affiches aux images répulsives distribuées dans toute la Pologne occupée. Tandis que pendant les campagnes électorales de 2019-2020, l'objet du mépris de PiS, c'était, en effet ce sont, car ça dure encore, les gens qui ne sont pas hétérosexuels, la population dite LGBT, je pense qu'en France c'est la même désignation. C'est pas mal des gens, vous savez. Statistiquement, il paraît 5% de la population donnée. Ça veut dire qu'en Pologne, c'est à peu près 2 millions de personnes. Et encore une fois, la façon dont cette propagande est menée, les mots d'ordre et l'imagerie qui sont articulés. Par exemple, l'initiative des conseils locaux où PiS est majoritaire, une centaine de lieux jusqu'à présent, qui passent des résolutions déclarant leur territoire comme, je cite encore une fois, zone libre de LGBT. Fin de citation. Où le lieutenant principal de Jarosław Kaczynski et son ami intime, ainsi que chef du comité de réélection du président Duda, un certain Joachim Brudziński, qui lance le slogan, je cite encore, « La Pologne libre de LGBT est la plus belle ». Ce ne sont pas seulement des échos de la propagande nazie, le « Nur für Deutsche » Topos. Mais comme l'ont remarqué les journalistes et politiciens de l'opposition, c'est comme PiS a emprunté les slogans de la propagande antisémite du Parti communiste polonais de la période de mars 1968, quand les derniers juifs ont été expulsés de la Pologne en guise de campagne antisioniste. Mais il y en a plus. Dans la propagande de PiS, spécialement aiguë durant les dernières élections présidentielles, la population LGBT fut dépourvue, déprivée de son humanité. Je cite, « Ce ne sont pas des êtres humains », le président de la Pologne, Andrzej Duda, prononçait, entre autres gens, les politiciens, et bien des fois. C'est une idéologie. Un membre de son comité électoral, un politicien et figure importante de la loi et justice, nommé Przemysław Czarnek, c'est un député au Parlement, c'est un professeur à l'Université catholique de Lublin, et il était voyevode, ça veut dire le préfet d'une grande région de voivodeship de Lublin, vraiment une personne très importante. Il a énoncé cette proposition sans équivoque. Je cite encore une fois. Il faut défendre la famille contre la corruption de ce genre. Il faut se défendre contre l'idéologie LGBT et cesser d'écouter ces bêtises au sujet de quelques droits de l'homme ou d'égalité de quelque sorte. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ces gens ne sont pas égaux aux gens normaux. Et finissons enfin avec cette discussion. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją. Analogie avec le langage antisémite qui déprivait les Juifs de leur qualité humaine a été immédiatement reconnue par les observateurs de la scène politique. Ainsi que le trope de la démoralisation de la famille, qui était un élément caractéristique des prononciations de l'Église catholique à travers la période de l'entre-guerre à propos de l'influence juive sur la société polonaise. Dans le domaine de rhétorique qui évoque les images de passé antisémites, la première place appartient sans doute à un des évêques les plus importants de la Pologne, qui occupe l'ancien siège de Karol Wojtyła à Cracovie. Karol Wojtyła, le pape polonais. Les Polonais sont confrontés aujourd'hui par un grave danger de tęczowa zaraza, pestilence multicolore,
il a dit dans une de ses prières, à propos du symbole de LGBT, qui est un drapeau multicolore comme l'arc-en-ciel. En Pologne, le mot d'ordre des antisémites, répété des milliers de fois dans des publications catholiques et nationalistes, c'était Żydowska zaraza, pestilence juive. Dans la façon de parler de PiS, les élites fausses que j'ai déjà mentionnées sont en effet doublement fausses. Parce qu'elles sont en même temps post-communistes. Cette rhétorique fut employée dernièrement, mais pas exclusivement, quand PiS a attaqué le milieu des juges, dont ils veulent éliminer l'indépendance et soumettre au contrôle politique. Naturellement, suggérer aujourd'hui qu'il y a un problème de post-communisme parmi les juges en Pologne, 30 ans après l'Annus Mirabilis de 1989, est une invention pure qui n'a rien du tout avec la réalité. L'attribution de post-communisme à l'opposition politique, et même plus généralement aux gens qui ne sont pas leurs sympathisants, est fait librement par la PiS. Et c'est un trope très important dans leur propagande. On y trouve une intéressante variation rhétorique pour délégitimiser les médias qui n'étaient pas favorables au PiS. En particulier, le milieu de Gazeta Wyborcza, le plus important journal quotidien établi en 1989, dont l'éditeur en chef, nommé sur ce poste par Lech Wałęsa, fut dès le commencement Adam Michnik, bien connu en France, je pense. Dans le discours au sujet des élites post-communistes, l'épithète qui a mieux servi la propagande du PiS et qui est devenu courant en conséquence de la publication d'un livre sous ce titre en 2013, c'est resortowe dzieci, ce qui veut dire plus ou moins les enfants des agents de la police secrète, communistes naturellement. Resort, dans le lingot du socialisme réel, c'était la police secrète, dont le but était de surveiller l'opposition politique, l'Église catholique, et supprimer des aspirations libératrices, si vous voulez, de la société en général. Je ne propose pas d'analyser l'exactitude et validité historique des arguments de ce livre. En effet, ces livres pluriels, parce qu'il y en avait plusieurs. Car les auteurs, encouragés par leur succès, ont produit toute une série de volumes sous le titre Resortowe dzieci, suivis par un trait d'union, et puis business, politique, académie, etc., etc. Je veux simplement attirer votre attention à la rhétorique, c'est-à-dire au communiqué immédiat qui est servi par cette phrase. Premièrement, le passé communiste est identifié ainsi avec la répression dans sa forme la plus radicale, police secrète. Deuxièmement, le public, l'audience de ce message, reçoit le communiqué que le communisme est quelque chose qui est transmis d'une génération à l'autre, des parents aux enfants. En effet, que le communisme est génétique, si vous voulez, ou biologique. Où est-ce que ça nous emmène? À mon avis, à l'un des clichés universels de la mentalité urbaine du XXe siècle. Dans la période d'entre-guerres, à un certain moment, dans tous les pays du continent, la droite nationaliste a évoqué le spectre du judéo-communisme. Association entre les juifs et le communisme, parmi les publics des partis paysannes, catholiques, nationalistes, ainsi que libérales modérés, était une donnée incontestable. Dans l'Europe de l'Est, un raffinement de cette association imputée entre juifs et communisme fut articulé après la Deuxième Guerre mondiale, quand les pays de la région se sont trouvés dans le camp socialiste
le pouvoir était monopolisé par des partis communistes. Dans l'interprétation de ce processus par des patriotes bien pensants, c'était le résultat d'actions néfastes, spécifiquement des Juifs, qui se sont installés dans les apparati des polices secrètes communistes et ainsi subjuguaient violemment les sociétés locales. Évidemment, car les locaux, que c'était des Polonais, des Hongrois, des Roumains, haïssaient le communisme. Et donc, ça devait être les autres, quelqu'un d'autre, qui l'a introduit dans la région. Ergo, la possibilité de comprendre immédiatement qu'est-ce que veut dire ressortant veggieć. Il n'y a pas de péril communiste ou post-communiste en Pologne aujourd'hui, et le combattre est une absurdité. Parler du péril communiste est tout simplement un code qui est très facile à comprendre, parce que le péril juif, ça existe toujours, même quand il n'y a pas de juifs dans la société. Comme tous le savent très bien, ça veut dire tout simplement qu'ils, les juifs, se sont, comme il est dans leur nature, particulièrement bien déguisés. Ou par exemple, vous pouvez prendre en considération un trope suivant, où l'obsession avec les juifs est complètement ouverte. L'engagement de PiS, dans l'art, il l'appelle ainsi politique, historique. La thèse de PiS est que la Pologne se trouve humiliée en conséquence de la politique historique de l'Allemagne, qui veut apparemment transférer la responsabilité pour les horreurs de la Shoah sur quelqu'un d'autre. Et aussi de la nouvelle historiographie au sujet des relations entre Polonais juifs et non-juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était le sujet de ce colloque qui est fut organisé à Paris en février 2019, où il y avait tout d'un coup une représentation de une trentaine des nationalistes est arrivée à choquer nos collègues français. Le résultat, déclarent les politiciens de loi et justice, est que la Pologne, dans ce moment, se trouve aux genoux. Et le but de la politique historique du PiS est naturellement faire ainsi que la Pologne se lève des genoux. C'est le slogan et le programme de PiS. Lancer une formule pareille, spécialement dans un pays catholique, c'est quelque chose de très puissant. Ça veut dire que la dignité de la Pologne est en jeu. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement derrière ces slogans dramatiques? Eh bien, les propagandistes de PiS s'engagent dans ce que Yehuda Bauer, dans l'article que Céline Masson a distribué hier, je pense, a nommé « The Construction of Usable Past », construction d'un passé servissable, qui est en effet le processus de révisionnisme, ou pour dire plus précisément, falsification de l'histoire de la Pologne dans son aspect unique des relations pendant la Deuxième Guerre mondiale entre des citoyens polonais juifs et non-juifs. Le régime courant de loi et justice relance vigoureusement la thèse que les Polonais non-juifs ont aidé de toute leur force leurs concitoyens juifs à survivre pendant la Shoah. Ce qui est tout simplement faux. Mais aussi, entre parenthèses, c'est une répétition directe d'un thème important de la propagande utilisée pendant la campagne antisémite par le régime communiste polonais durant les événements de mars 1968. Permettez-moi de reformuler ce point avec les mots d'un grand écrivain polonais, Szczepan Twardoch, de son interview qu'il a donnée à l'hebdomadaire Newsweek à Varsovie en décembre 2018. Je m'excuse de la qualité linguistique de cette traduction. C'est un texte vraiment beau en polonais. Je cite Twardoch. Je suis persuadé qu'un des fondements de quelque chose qu'on peut désigner comme une
identité polonaise partagée ou conscience ethnique. C'est le savoir profondément refoulé de tout le mal que les Polonais ont fait aux Juifs pendant la guerre. Fausse conscience est une source de souffrance. Ce qui est refoulé, d'une façon ou l'autre, tôt ou tard, va être connu et révélera la misère d'héroïsme et sainteté imaginaire. La Pologne est malade de sa fausse conscience et à cause de ça, pourrit du dedans. Contredire la vérité, c'est pourrir moralement. Et il suffirait de lire des mémoires juifs du temps de Pologne occupée. Personne qui est raisonnable ne peut pas les considérer comme propagande anti-polonaise. Parce qu'il n'y a pas des êtres humains qui décrient la mort de leurs enfants, de leurs sœurs, de leurs parents, l'humiliation, des humanisations qu'ils ont souffert pour faire de la propagande. Ce sont des témoignages personnels, profondément vécus, pleins des émotions. Ils racontent le sort de nos concitoyens juifs, mais ils sont aussi au sujet de nous-mêmes. Et ce n'est pas l'image où c'était seulement les Allemands qui ont tué les Juifs, et les Polonais étaient ceux qui seulement leur ont porté aide. Non, tout simplement, ce n'était pas ainsi. Dans chaque bibliothèque, dans chaque librairie, il y a des dizaines de livres comme ça, en polonais. Il suffit de lire les témoins. Perechodnik, Edelman, Auerbach, Pachter, Simcha Rotem et tant d'autres. Fin citation. Ce qui importe, ce qui est décisif, à mon avis, dans la situation politique en Pologne d'aujourd'hui, c'est que la nature du discours public construit par le régime de PiS est enracinée dans des tropes antisémites. De même que sont ainsi les origines, la genèse de partis nationalistes de droite en Pologne. Dans la période d'entre-guerres, c'était le plus nombreux mouvement politique dans le pays, la démocratie nationale, Narodowa Demokracja, fondée sur l'antisémitisme, qui était au cœur du programme politique et d'idéologie de ce parti. La structure des arguments, les préjugés mentaux, l'imaginaire antisémite invoqué par le régime de loi et justice sont facilement reconnaissables, car ils étaient au centre de la vie politique en Pologne d'entre-guerres. Ils étaient accentués pendant la guerre et l'occupation allemande de la Pologne. Ils étaient transmis pendant la période du gouvernement communiste, dans les confins de la vie familiale, les conversations entre amis, ainsi que par l'Église catholique. Et à partir de 30 ans, quand la souveraineté du pays et donc la liberté de la parole fut restaurée en Pologne, la transmission se passe ouvertement dans le domaine public. Même un parti fasciste, dont les membres ont assommé physiquement les Juifs dans les rues des villes polonaises et dans les universités de l'entre-guerre, le camp national radical, ONR, un groupuscule qui était encore plus à droite de la démocratie nationale et très populaire parmi la jeunesse universitaire, fonctionne aujourd'hui. Monte des manifestations avec drapeaux aux symboles menaçants. Ses leaders sont parmi des principaux organisateurs des marches de l'indépendance annuelles, le 11 novembre, en célébration du regain de l'indépendance de la Pologne en 1918, après la Première Guerre mondiale. Des marches fréquentées dernièrement par le président de la Pologne ainsi que les membres du gouvernement. Et lorsque les jeunes de la ONR se présentent en pèlerinage dans le lieu le plus sacré du pays, le cloître de Jasna Góra, équivalent de Lourdes en Pologne, ils sont bénis par les moines de ce lieu comme représentants de jeunesse patriotique. Le reste, il me semble, c'est de la littérature. On peut citer beaucoup des situations concrètes,
des formulations de rhétorique spécifiques adressées à des buts qui sont choisis pour le moment par la propagande, puisqu'ils en effet parlent de la même chanson, si vous voulez. Mais peut-être je vais m'arrêter à ce point et pour vous laisser la parole. Merci. Sylvie, est-ce que tu souhaites poser quelques questions? Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je raconterai, je partirai d'une petite expérience de terrain pour poser la question de la transmission de l'histoire, justement en Pologne, du moins à l'université. En effet, j'étais sur les traces de Rutka Laskier, donc à Bedzin, et je suis allée visiter avec une collègue donc à la fois une maison de prière et une synagogue. Et je lui demandais si c'est ce que je qualifierais de monument historique était visité par la population, notamment de Bedzin. Et les personnes qui me faisaient visiter cette maison de prière et cette synagogue me disaient que non, et que notamment, malgré les comment dire, activités culturelles que faisaient certains des collègues dans les collèges et les lycées, rares étaient les parents qui revenaient ou qui manifestaient le désir de rencontrer effectivement cette histoire qui était donc l'histoire des Juifs de Bedzin. Et donc ma question est comment est transmise avec l'histoire et est-ce qu'il y a un contre-pouvoir à l'école, à l'université, pour effectivement déconstruire à la fois cette rhétorique et cette histoire révisionniste. Vous savez, c'est une question très importante et on pourrait passer beaucoup de temps en essayant de formuler tous les aspects qui sont importants pour comprendre la situation. D'une part, ce qui se passe, c'est l'ignorance profonde de l'histoire des Juifs et de relations entre Polonais et Juifs en Pologne. Et aussi de l'histoire de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pas seulement dans le contexte de rapports entre Polonais juifs et non-juifs, mais même quelles étaient les dimensions de la catastrophe juive. On a fait une quantité de comment ça s'appelle une investigation de l'opinion publique quand on demande la question à un millier de personnes en posant la question qui a souffert de plus pendant la guerre, les Juifs ou les Polonais? C'était la distinction. Et ça, c'était une situation qui était répétée pendant des années, que la plupart de ce groupe qui répondait à ces questions, c'était une
un surveil sur le niveau national, si vous voulez, disait que où on disait que les Juifs et les Polonais ont souffert à peu près de même, où on disait que les Polonais souffraient de plus, où on disait que les gens ne savaient pas. Et c'était une majorité de la population qui fut demandé la question. Alors, cette catastrophe qui a éliminé les Juifs, en effet, de la population polonaise. Si vous pensez à la population urbaine, les Juifs constituaient un tiers de la population urbaine de la Pologne avant la guerre. Et ils ont disparu. Le degré de l'ignorance est extraordinaire. D'autre part, il y a, premièrement, un grand intérêt dans l'histoire, culture juive, si vous voulez, qui est répandue. Ça veut dire, il y a beaucoup de livres qui sont publiés sur à propos de la culture juive, des photos avec c'est l'histoire de la population d'un village ou d'un autre. Les cimetières juifs, par exemple, le symbolisme de pierres tombales. Ça se trouve dans les librairies partout. Et les gens achètent, évidemment, parce qu'autrement, c'est déjà le capitalisme. Alors, les maisons d'édition ne publient pas des livres qui ne se vendent pas. Et il y a un intérêt, par exemple, qui dure pendant une vingtaine d'années maintenant. C'était le 20e anniversaire, il me semble, l'année passée, du festival culturel juif à Cracovie. C'est une grande ville. Et il y a un autre qui a suivi un autre festival de cette manière à Varsovie, qui attire une grande population. Enfin, grande. J'ai participé maintes fois et c'était toujours, vous avez très joyeux comme là, et beaucoup de choses. Et il y a, à partir de 20 ans, à peu près, une historiographie, et pas seulement, d'abord, une historiographie formidable sur le sujet des relations polono-juives et de l'histoire de juifs pendant la guerre en même temps. Des volumes. En effet, si quelqu'un veut étudier ce problème en Pologne, les relations polono-juives et la situation, la Shoah en Pologne, on ne peut pas le faire maintenant sans connaître la langue polonaise. Les sources et les études qui sont publiées sur ces sujets sont extraordinaires. Mais il y en a plus que ça. Il y a des productions artistiques diverses, n'est-ce pas? Il y a des films très connus qui ont été internationalement, par le public international, qui ont été faits par Agnieszka Holland, par exemple, par Pawlikowski, par Paszykowski aussi, des films extraordinaires. Les pièces théâtrales. Par exemple, il y a 4 années, je pense, il y a ce prix Goncourt en Pologne de littérature qui s'appelle Nike, le prix Nike pour chaque année. Czesław Miłosz l'a reçu, Olga Tokarczuk, etc. Mais il y a 4 ans, je pense, ou 5 ans, je ne me souviens plus, c'était un drame, un auteur, il a écrit une pièce de théâtre, il s'appelle Tadeusz Słobodzianek, et la pièce s'appelle Notre classe, et c'est l'histoire de Yad Wagner, de Voisin, le prix Goncourt, qui, alors on peut pas dire qu'en Pologne, c'est très, si vous voulez, c'est divisé. Il y a cette
ignorance et absence d'intérêt général et un intérêt aigu, sophistiqué et production très accomplie par les historiens, par les humanistes en général, par les critiques littéraires et par les artistes qui ont un public très grand, les gens qui font des films, qui font du théâtre. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on n'enseigne pas ce sujet à l'école. Si vous avez parlé des étudiants, je pense, et des instituteurs, c'est vraiment minuscule. Et les instituteurs qui s'intéressent de ce sujet, il y en a. Il y avait, par exemple, pendant une dizaine d'années, un cours en été qui était organisé par un centre universitaire à Cracovie pour les instituteurs, pour les enseignants de l'école, un cours au sujet de la Shoah. Et c'était toujours, il y avait il prenait, je pense, 60 ou c'était tout. Il n'avait pas plus d'argent, mais il y en avait chaque fois 300 ou 400 applications des gens qui voulaient participer. Mais la Pologne est un très grand pays, c'est 40 millions des habitants. Je ne sais pas exactement combien des étudiants, mais ça aussi, ça compte en millions. Alors, 300 enseignants qui veulent s'informer sur ce sujet, ce n'est pas beaucoup. Qui souhaite poser une question, prendre la parole? Oui, est-ce que je peux? Bien sûr, vous êtes... Eva, oui, je suis de Varsovie, de Cracovie. Je suis maintenant à Cracovie, alors je voudrais donner une sorte de témoignage parce que vous écoutez, professeur Gross, je ne sais pas si vous vous rendez compte combien ce n'est pas métaphorique ce qu'il dit. C'est tout à fait au sens littéraire qu'il faudrait le prendre. Et c'est un peu à propos de la question de professeur Brojak, qui a demandé, si j'ai bien entendu, sur le rôle de l'université dans tout ça. Alors, il faut entendre que l'université, ce sont aussi des gens de piste. Ce sont des gens qui ont un discours intellectuel, un discours érudit, et qui date déjà de plusieurs décennies. Pour donner un exemple, comment ça se passe? C'est pas sur les Juifs. C'est une leçon en littérature française contemporaine que j'ai eue dans les années 90 quand j'étais étudiante en philologie romaine à Lublin, en Pologne. Et on parlait du roman d'André Gide, L'Immoraliste. Vous le savez bien, c'est un monsieur qui va en Algérie en période coloniale et qui sodomise des enfants algériens. Et c'est bien, c'est le moraliste, c'est le héros. Alors, pendant ma classe en littérature française, j'ai reçu une lecture complètement différente de ces textes. L'immoraliste, qui était? C'était l'enfant algérien qui était invité chez ces pédophiles et qui a détruit un petit ciseau comme une espèce de vengeance, une espèce de... L'immoralisme, c'était cette destruction gratuite de ces petits Arabes qui étaient les mauvais dans ce roman. Et c'était les sortes d'éducation que j'ai reçues. On lisait André Gide comme une preuve de suprématie chrétienne, de suprématie européenne, de l'homme. On n'avait pas aucune idée de qu'est-ce que c'est que les études postcoloniales. Il y avait des choses comme ça. Et ce sont des gens qui ont été formés comme ça, qui sont maintenant à l'université.
qui sont les professeurs, qui sont ceux qui devraient former les discours. Et ce sont des gens qui, si vous me permettez encore un témoignage, je pense à une personne. C'est un homme honorable, ce n'est pas quelqu'un que je voudrais critiquer. Je travaillais avec lui à Varsovie, à la faculté Artes Liberales de l'Université de Varsovie, une place très, très prestigieuse à l'Université de Varsovie. Il s'appelle Jan Kieniewicz, un historien, qui voulait produire quelque sorte de discours qu'il pourrait donner comme l'antithèse des pistes de ce nationalisme chrétien. Il voulait produire une sorte de théorie de eurosarmatisme, il l'appelait comme ça. Et j'étais le témoin pendant plusieurs années de la manière comment cet homme faisait un effort intellectuel, mental, et pour produire quelque chose, pour sauver la situation. Et la manière comme il retombait constamment dans ces vérités chrétiennes nationalistes était complètement tragique. C'était quelqu'un qui tournait au vide complètement et qui se voulait l'opposition au PiS, qui voulait être cette voix qui produit quelque chose de valable, quelque chose de véritable, quelque chose de... Et ça lui est tombé, ça s'est couché, vous entendez. Alors, c'est comme ça, il n'y a pas de véritable opposition en Pologne. Parce que l'opposition mentalement est toujours dans le même univers de PiS. Peut-être ils se rendent compte que quelque chose n'est pas totalement correct, mais ils sont dans la même galaxie de PiS. Alors bon. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais vous êtes là et je simplement observe la situation d'une distance et je viens, je visite de temps en temps. Je comprends naturellement et je le vois, le processus d'une certaine érosion, si vous voulez, de principe. Et on voit aussi dans les académies, dans les universités, dans les facultés académiques, des gens qui sont politiquement et mentalement associés avec PiS. Par exemple, l'un des plus pernicieux individuels dans le gouvernement, puisqu'il est le député Premier ministre, Gliński est un intellectuel de renommée. Il était bien vu sociologue dans l'Académie de sciences, mais des choses qu'il fait sont absolument abominables maintenant. Alors il y a des gens comme ça, mais il y a aussi des milieux intellectuels extraordinaires qui sont complètement opposés à ce comment les dire, cette vague de nationalisme indiscriminé qui a monté avec PiS. Il y a tous, il me semble, mais je prends votre commentaire aussi avec beaucoup de je pense que c'est très important ce que vous dites parce que vous êtes là. Alors vous pouvez juger la température de très près, d'une certaine distance que je suis privilégié de la garder, pour ainsi dire, en vivant ici plutôt qu'en Varsovie. Le spectacle, le paysage est diversifié. Il y a, je vois beaucoup de sources de l'opposition qui me donnent de l'espoir, en effet. Mais je comprends ce que vous dites. Oui.
on devra s'arrêter à 22 heures, donc on a un peu le temps encore pour une ou deux questions. Est-ce que… Ce qui m'intéresse aussi, Céline, si vous pouvez peut-être énoncer un peu plus, c'est que votre réseau a l'intention de faire. Êtes-vous premièrement centré sur les milieux académiques ou est-ce que vous êtes pas uniquement. Donc, ce réseau permet d'associer justement des groupements, j'allais dire, des associations militantes de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est un peu l'avantage d'un réseau universitaire. Donc, c'est à la fois effectivement le milieu académique, mais aussi des associations, notamment françaises pour le moment. Donc, on a rassemblé quelques universités françaises, mais l'idée, ce serait effectivement de nous ouvrir aussi à d'autres pays, européens notamment, francophones ou non. Voilà, bon, c'est une question effectivement importante que vous posez. C'est vrai que ce format-là de réseau permettait d'associer des non-universitaires. Et c'était un peu notre souhait. Donc, on a par exemple la LICRA, que vous connaissez bien, la LICRA et d'autres associations comme l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui fait également partie de… voilà, collabore avec le RRA, sont adhérents. Et on est ouvert effectivement à d'autres propositions de personnes qui voudraient rejoindre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces associations, ce sont des acteurs de terrain, des gens qui sont sur le terrain et peuvent effectivement nous donner une matière à penser aussi. Pour nous qui sommes des universitaires, bon, pour quelques-uns quand même sur le terrain aussi, mais voilà, c'est important. Mais le but est de disséminer l'information ou de mobiliser les gens à action quelconque. Est-ce qu'il y a quels sont les paramètres? Alors, je vais reprendre, Isabelle est là, je vais reprendre la formule d'Isabelle qui me plaît. Nous sommes des militants de l'intelligible. Voilà, parce que c'est vrai que le mot militant me gênait un petit peu. En fait, c'est une forme de résistance. Voilà, comme je le dis souvent, c'est vrai que ce réseau est né d'une rencontre avec Isabelle de Mecnem, hein, qui est là, et c'est vrai que nous étions toutes les deux, comment dire ça, inquiétées par cette affaire en 2014 de La Rochelle. Vous avez entendu parler de la pièce antisémite qui s'était jouée dans les milieux estudiantins. Voilà, des étudiants entraînés par un metteur en scène, on va dire, bon, militant, idéologue, avaient joué une pièce avec véritablement vous parlez de tropes antisémites, enfin, voilà, qui, comme on dit, une pièce digne des années 30, hein, qui nous a beaucoup choqués parce que c'est… à l'université en France, en 2014, c'était un an avant les attentats, vous voyez. Et c'est vrai que ça m'a alertée. Moi, c'était le premier choc. Il y en a eu d'autres, évidemment. Il y a les attentats déjà 2012 avec les Mohamed Merah, etc. Mais vraiment là, ce qui m'a moi peut-être réveillé à cet antisémitisme dont on parlait déjà dans les années 2000, hein, Georges Bensoussan avec son livre Les territoires perdus de la République et Pierre-André Taguieff évidemment. Mais pour moi, en tout cas à l'université, ça a vraiment été ce déclencheur, c'est ces étudiants, j'allais dire de bonne volonté, je dis ça à chaque fois parce que en fait ces étudiants, quand on les a interrogés, ils ont dit mais non, on n'est pas absolument pas antisémites, c'était pour rire, vous voyez. Et ça c'est vraiment ce qu'on essaie avec Isabelle, Martine Benoît, de travailler, c'est cet antisémitisme, moi j'appelle ça de bonne aloi, cet antisémitisme socialisé qu'on voit sur les réseaux sociaux, de gens qui colportent voilà des propos antisémites sans se rendre compte. Pour certains, bien sûr, on a les véritables antisémites, mais pour certains, voilà,
pas profondément, enfin structurellement pas antisémite, mais en véhiculant des propos antisémites. Alors bon, ça, je sais que certains me diront, mais ils sont antisémites, ils tiennent des propos antisémites. Je suis pas si sûre, hein. Je suis pas si sûre. Parce que quand j'ai pas mal interrogé ces étudiants, ils étaient même, il y en a un, tu te souviens Isabelle, dans cette pièce antisémite à La Rochelle, qui est de père résistant, hein, je crois que sa grand-mère paternelle était une résistante juive, et il disait, mais moi j'ai suivi, on m'a donné ce rôle, il manquait quelqu'un pour jouer le bébé dans la pièce, et j'ai suivi, je me suis pas rendu compte. Voilà. Donc, en fait, c'est parti de là. Vous me posiez la question, quelle est la mission finalement de ce réseau? C'est plutôt voilà, c'est pour moi en tout cas comment dire ça, on peut dire c'est une action de résistance, je crois bien, hein. Bon, c'est académique effectivement, mais c'est une façon pour nous de résister à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai une question à poser. Oui. Max, je voudrais savoir quelle est la position actuellement, ou comment se comporte l'Église polonaise actuellement. Terriblement. L'Église polonaise est associée complètement avec le régime de PiS, et en particulier, il y a un qui s'appelle Rydzyk, qui est un personnage extrêmement important dans l'Église polonaise parce qu'il est très effectif comme communicateur, si vous voulez. Il y a un empire médial, un journal, une station de radio, puis aussi une station de télévision, mais une présence extraordinaire dans le régime parce qu'il a une audience, un public qui est très dévoué à lui, et alors de cette manière, enfin les gens du régime de PiS pensent peut-être c'est vrai aussi, qu'il contrôle un grand nombre des votes pendant les élections, si vous voulez. Alors, dans ce sens-là, il est très important à eux, et c'est un antisémite. Les médias qu'il produit ont été identifiés par des sources. Enfin, j'ai eu l'expérience, après avoir publié Les Voisins, de vraiment d'un parler antisémite qui était extraordinaire, qui s'est actualisé dans son journal, dans sa radio à sujet de Voisins. Mais l'Église est totalement ensemble avec le régime. C'est en effet le succès de ce régime est en grande partie, je ne sais pas si peut-être Madame Lukács qui peut parler à ce sujet de plus près, mais c'est les curés qui demandent à leur dans les églises que les gens votent PiS. Vous savez, particulièrement dans les petits villages, dans la campagne, ce sont des voix très importantes. Et c'est là que PiS règne suprême. Et leur fonction, leur influence sur la condition du morale publique est terrible, celle de l'Église, il me semble. Ils sont embrouillés dans les scandales de pédophilie aussi, qu'ils cachent, qu'ils ne veulent pas adresser. Il y avait deux films extraordinaires films documentaires sur ce sujet qui ont été distribués en Pologne, et ils avaient une audience énorme, un public de dizaines de millions, en effet.
mais l'Église est toujours en cette position de défensive, si vous voulez. C'est un grand problème pour la société, il me semble. Qu'est-ce que vous pensez, madame? Bon, je ne sais pas, parce que vraiment je suis très loin de l'église, je n'ai pas chrétienne, alors je ne vais pas à la messe, alors je ne sais pas ce qu'ils disent, mais vraiment je vois cette différence abysmale parce que il y a une dizaine d'années, pour moi, l'édition catholique, ce sont des lieux où je publiais des traductions, des choses comme ça, et j'ai collaboré avec ces gens sans aucun sentiment de vergogne. Et maintenant, c'est vergogneux. J'ai cette sensation de honte d'avoir traduit des livres chrétiens pour l'éditeur des jésuites en Cracovie. Je les faisais pendant des années, et c'était pas problématique pour moi. Maintenant, c'est devenu problématique. C'est une marque de quelque chose. Mais enfin, je ne suis pas tellement en Pologne, je suis à ce moment, mais j'ai passé 4 années à l'étranger, au Portugal, à l'Hollande, aux Pays-Bas, et maintenant je vais en France parce que pour moi, c'était à un moment déterminé, c'était moralement inacceptable de continuer à enseigner à l'université de Varsovie. J'ai résigné à mon poste. Alors c'est aussi c'est quelque chose, c'est un signe de quelque chose. Bon. Je peux poser une question? Vous m'entendez? Filippo, oui. Oui, bonsoir. Ça m'a, comment dire, interrogé quand vous avez dit, si j'ai bien compris, que la nature du discours public est antisémite par définition. J'ai bien compris, je vous cite bien ou pas? La nature du discours public introduit par ce parti qui est maintenant au pouvoir. Okay. En effet, il me semble que si vous voulez, la structure de ces discours, au mépris c'est le sentiment principal. En effet, fait appel aux symboles, images antisémites divers, même quand les problèmes qui sont adressés directement peuvent être des problèmes différents, comme les problèmes de réfugiés, par exemple, le problème de la LGBT. Et quand il a dit, pour moi, ça sent et ça a l'air d'une rhétorique antisémite. C'est immédiatement reconnaissable. Mais je suis très peut-être trop sensibilisé à ce sujet, si vous voulez. C'est ma déviation professionnelle, je ne sais pas. Mais c'est ça que je pense. Mais si nous admettons, par exemple, que les personnes LGBT, donc, oui, sont cibles d'un discours qui autrefois a été celui énoncé contre les Juifs. Est-ce que vous considérez que les Juifs ont été les premiers cibles de ce discours, ou bien déjà, en quelque manière, ils étaient eux-mêmes substituts d'autres cibles dans le passé, donc? Non, il me semble que il est très facile de mobiliser agression contre n'importe qui en Pologne en se servant des tropes
qui sont antisémites. Parce que ça, c'était le dépositaire, si vous voulez, de cette agression. Et les gens se souviennent de ça. C'est jusqu'à un grand degré pour une grande partie de la population. Ils ont été enseignés comme ça à la maison. Vous savez. Et alors, il est possible d'intégrer cette énergie négative, si vous voulez, et la diriger vers des plus différents. Il me semble, c'est ça ce qui se passe. Donc, c'est comment dire, une énergie négative, comme vous l'appelez, qui commence, en quelque manière, théoriquement, avec les Juifs. Oui, avec l'antisémitisme, oui. Avec l'antisémitisme contre les Juifs. Donc, avant, c'est pas, enfin, elle n'était pas organisée de cette manière, ou elle existait différemment, ou peut-être on existait. Vous savez, c'est avant le commencement du XXe siècle. Okay. Le discours public change naturellement tout le temps, mais il y a une longue tradition et pratique de mobilisation de ce sentiment antisémite pour des buts dans la politique du pays, tout simplement. Merci. J'avais promis à Yann qu'on terminerait à 22h. Oui, merci. Voilà, donc je pense que si vous en êtes d'accord les uns les autres, Michel, pour terminer, si tu le souhaites. Alors, Michel, on t'entend pas là, voilà. J'ai juste un petit cadeau pour Yann. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Je ne sais pas quoi dire. Alors, Michel Tauber est maître de conférence en littérature hébraïque et elle est aussi chanteuse de yiddish, de russe. Elle chante en russe, en yiddish, en hébreu. Et je me suis dit, pour terminer, pour en tout cas ponctuer ce temps avec vous, j'ai demandé à Michel si elle avait comme ça envie de fredonner quelque chose. C'est formidable. Bon, alors, proposer de cette façon, je ne peux vraiment pas refuser. Bon, j'avais pensé peut-être, je vais peut-être pas chanter toute la chanson, mais c'est une chanson de résistance qui a été écrite en 1942 dans la région de Vilna. Enfin, je prononce en yiddish, mais vous aurez reconnu qu'il s'agit de Vilnius, évidemment. Vilna. Hirsch Glick, qui est l'auteur du célèbre chant des partisans juifs, mais aussi de cette chanson qu'il dédie à Witka Kempner, qui fut une des héroïnes du ghetto, qui a survécu. C'est la compagne de Abba Kovner. Et voici la chanson qu'il lui dédie, où il évoque cette jeune fille au visage si doux, avec son béret sur la tête, et qui, armée de son seul pistolet, et puis avec son groupe d'amis, va réussir à arrêter d'une seule balle la voiture ennemie. Donc vous imaginez une nuit polono-lituanienne très froide avec de la neige. Still, die Nacht ist ausgestehend und der Frost hat stark gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab die hier gelehnt, halten a Speier in die Hand. Sie gedenkst du, wie ich hab die hier gelehnt, halten a Speier in die Hand. Amoy, a Pelzel und a Beret, sie halt in Hand fest an a Gan, amoy mit a sameten Punem, hit ob dem Säunes Karawan, amoy mit a sameten Punem,
Ich ob dem Säuleskarawan gezielt, geschossen und getroffen, hat ihr Kleininker Pistol erneut aber Fuhlinken mit Waffen behalten hat sie mit ein Keul. Vertupfen Wälder ausgekrochen, mit Schneegirlanden auf die Hur, gemutigt von Kleininken nicht stoppen, vor unseren neuen freien Dorf, gemutigt von Kleininken nicht stoppen, vor unseren neuen freien Dorf. Merci. Merci à vous, Monsieur Gross. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci Sylvie. Merci. Et Merci à vous. merci à tous. Merci Michel. Merci beaucoup Yann Gross. Et à très bientôt. Donc, bonne nuit, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.